Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bienvenue, chers apprenants. Je suis M. Kouda Séraphin, professeur de sciences physiques et technologies. Nous allons vous entretenir encore aujourd'hui sur la notion de la lumière, qui est le chapitre 9 de physique de classe de terminale scientifique, de terminale CED. Et ce cours d'aujourd'hui, c'est des activités, nous allons travailler essentiellement sur des activités d'intégration. Les activités d'intégration pour vous permettre de fixer vos connaissances par rapport aux notions que nous avons expliquées la dernière fois sur l'aspect corpusculaire de la lumière. Nous avons, à la fin du cours de la dernière fois déjà, esquissé cette première activité en vous donnant quelques informations, quelques données d'exercice pour pouvoir réfléchir. Nous allons y revenir carrément. Et vous voyez là, nous avons appelé exercice d'application numéro 1, la première activité. Et pour cette activité, nous avons choisi ce genre d'activité parce qu'il est question pour vous, n'est-ce pas, de répondre à un certain nombre de questions liées au savoir. Et ensuite, progressivement, il y a des questions qui vous amènent, n'est-ce pas, à faire au savoir-faire, c'est-à-dire maintenant exploiter, n'est-ce pas, le savoir, exploiter vos formules, ou alors tracer une courbe. Et la dernière partie de cette activité, n'est-ce pas, sera celle de pouvoir vous amener à faire vos compétences, à vérifier que on a atteint, n'est-ce pas, notre objectif. C'est-à-dire vous devez être compétent à interpréter les courbes déjà tracées, que vous aurez tracées vous-même, bien entendu. Et dans une autre activité, aujourd'hui, nous allons également passer à une courbe déjà tracée, et parce qu'il est question non seulement de vous amener à maîtriser le savoir dans le cours, mais aussi d'être compétent dans l'interprétation des courbes déjà tracées. Alors, là, nous allons donc commencer sur la première activité. J'avais déjà énoncé les premières questions de cette activité. Il s'agit d'une cellule photoélectrique dont la cathode est constituée de césium et dont le seuil photoélectrique a été donné ici par la longueur d'onde lambda 0 qui est 0,62 micromètres. Alors, vous voyez, la première question, celle de savoir ce que c'est qu'un seuil photoélectrique. Vous vous souvenez, cette question renvoie, n'est-ce pas, à la première loi de l'effet photoélectrique. Il est utile de rappeler que nous avons énoncé 3 lois de l'effet photoélectrique et la première loi de l'effet photo était d'ailleurs celle qui indiquait que la définition de l'effet photo exigeait que la lumière utilisée pour extraire les électrons d'un métal soit convenable. Et vous voyez directement, la première loi disait qu'une radiation qui arrive sur une photocathode, si elle n'avait pas une fréquence au-dessus d'une certaine autre fréquence, n'est-ce pas, caractéristique du métal, alors ce métal ne pouvait pas libérer ses électrons. Alors c'est cette fréquence donc minimale qui caractérise le métal. C'est-à-dire, nous voulons donc dire que le seuil, n'est-ce pas, le seuil photoélectrique, c'est cette fréquence minimale, n'est-ce pas, au-dessus de laquelle se produit l'effet photo pour un métal donné. Alors, quand nous parlons du seuil photoélectrique, nous pouvons définir le seuil par la fréquence seuil nu0, comme on peut également définir le seuil, puisqu'il s'agit d'une grandeur caractéristique du métal, par la longueur d'onde lambda 0 de la radiation du métal. Parce que vous voyez dans l'énoncé, on a écrit la cathode d'une cellule photoélectrique, n'est-ce pas, est constituée par du césium dont le seuil photoélectrique est lambda 0. On a indiqué le seuil là-bas par la longueur d'onde lambda 0, comme on pouvait également l'indiquer par la fréquence nu0. Alors, nous définissons donc le seuil photoélectrique comme la fréquence minimale au-dessus de laquelle
un métal peut libérer ses électrons ou bien au-dessus de laquelle l'effet photoélectrique peut avoir lieu pour un métal donné. Alors, c'est une question de savoir pour maîtriser, n'est-ce pas, la définition, pour maîtriser la définition de l'effet photoélectrique et pour maîtriser également la première loi. Parce que vous voyez, l'effet photo, dans sa définition, exige déjà, parle déjà, n'est-ce pas, de l'extraction des électrons par une lumière convenable. Et nous parlons maintenant des seuils pour dire que le métal a une fréquence seuil qui le caractérise et puis la lumière qui est utilisée pour arracher les électrons du métal ne devrait avoir qu'une puissance au-dessus du seuil. C'est pour ça que dans la définition du seuil, nous disons qu'il s'agit d'une fréquence minimale. En termes de longueur d'onde, on comprendra bien qu'il s'agit d'une longueur d'onde maximale parce que la fréquence étant inversement proportionnelle à la longueur d'onde, quand la fréquence de la lumière convenable est supérieure à la fréquence seuil, pour le cas des longueurs d'onde, nous avons bien écrit dans la première loi, en implication, que la longueur d'onde de la radiation utilisée devrait être plutôt inférieure à la longueur d'onde seuil. Voilà. Donc maintenant, on passe à la deuxième question qui nous demandait de calculer l'énergie d'extraction d'un électron du césium en joules et en mégaélectronvolts. Voilà. Quand nous allons dans le corrigé de cet exercice, nous allons voir que la question 2 est également une question du savoir. La question 2 est une question du savoir parce qu'elle nous demande d'écrire, de nous rappeler d'une formule qui permet de calculer le travail d'extraction ou encore, n'est-ce pas, l'énergie d'extraction d'un métal. Il est question de savoir que cette énergie ne peut être que fonction de la fréquence seuil ou de la longueur d'onde seuil. Nous écrivons la relation E0 égale à HC sur lambda 0 et le lambda, c'est le lambda 0. C'est plutôt le lambda 0 qui est 0,62 fois 10 puissance moins 6. Voilà. Donc, on écrit HC sur lambda parce qu'en réalité, E0 est égal à H fois nu0. H étant la constante de Planck, nu0 étant la fréquence seuil. Mais comme nu0 est égal à C sur lambda 0, ça nous donne E0 égale à HC sur lambda 0. HC sur lambda 0, c'est donc la formule permettant de trouver l'énergie d'extraction. Alors, je vous rappelle qu'on nous a demandé de trouver, n'est-ce pas, cette longueur d'onde en joules et en mégaélectronvolts. Et cette énergie nous donne 3,2 fois 10 puissance moins 19 joules. Quand vous voyez la valeur en joules, je vous donne la technique, tout simplement, pour convertir en mégaélectronvolts. Vous savez, le méga, c'est 10 puissance moins 6. Le méga, c'est 10 puissance moins 6. Et puis, quand vous avez l'électronvolt, n'est-ce pas, c'est le travail pour 1 volt, n'est-ce pas, et pour une charge d'un électron, c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 1 volt. Ça vous donne également 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, puisque un électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19, le mégaélectronvolt sera donc l'électronvolt fois 10 puissance 6. Auquel cas, pour retrouver le résultat en mégaélectronvolt, il suffit de prendre ce que nous avons en joules et multiplier par 10 puissance 6. Autrement dit, 1 mégaélectronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 10 puissance 6, soit 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. Alors, le mégaélectronvolt étant 10 puissance moins 13 joules, vous allez retrouver 3,2 fois 10 puissance moins 19, n'est-ce pas, fois 1,6 fois 10 puissance moins 13 pour retrouver la valeur en mégaélectronvolt. Nous allons continuer notre exercice à la question 3. La cathode est éclairée simultanément par deux radiations de longueur d'onde lambda 1 égale à 0,45 micromètres et lambda 2 égale à 0,65 micromètres. Laquelle produira l'effet photoélectrique? Nous avons dit à la première loi
que la lumière convenable était celle dont la longueur d'onde était, n'est-ce pas, inférieure à la longueur d'onde seuil. Et nous connaissons que le seuil ici était 0,62 micromètres. Raison pour laquelle la longueur d'onde convenable ici est 0,45 micromètres. C'est cette longueur d'onde donc qui est inférieure au seuil qui correspond à la lumière convenable. Et on nous demande de calculer la vitesse maximale de sortie de l'électron de la cathode. Quand nous faisons la différence, je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait la différence, tout à l'heure en expliquant, nous avons dit le reliquat d'énergie correspond à l'énergie cinétique maximale de sortie à la cathode. Quand vous faites énergie apportée par la lumière, Hc sur lambda, moins l'énergie seuil, Hc sur lambda 0, le reliquat correspond à l'énergie cinétique maximale de sortie à la cathode. 1 demi de mvc carré. Il y a un v carré, il y a un v là, 1 demi de mv, c'est vc max au carré. Alors, à partir de cette relation, le v là doit être vc max carré. Et quand nous écrivons vc max carré, ça nous permet de retrouver v comme racine carrée de 2hc sur m, 1 sur lambda moins 1 sur lambda 0. Et ça nous amène à la réponse v max égale à 5,2 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. C'est la vitesse maximale de sortie des électrons à la cathode. Et maintenant, on nous demande aussi de calculer la vitesse d'arrivée sur l'anode d'un électron parti de la cathode avec une vitesse Vc et pour une tension UAC. Nous avons déjà expliqué également ce cas pour dire que dans ce genre de situation, la vitesse à l'anode n'est pas nulle. Et nous appliquons toujours le théorème de l'énergie cinétique. Et en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on utilise la tension UAC qui nous a été imposée. Quand on utilise la tension UAC qui nous a été imposée, on va retrouver V en fonction de UAC. Et ça nous donne la vitesse d'arrivée VA à l'anode, sachant que la vitesse VC a déjà été donnée. On exploite tout simplement le théorème de l'énergie cinétique. La question suivante nous demande de calculer le potentiel d'arrêt. Alors, le calcul du potentiel d'arrêt, cette fois-ci, tient compte du fait que la vitesse d'arrivée à l'anode est nulle. Parce que nous avons dit, en expliquant le cours, que quand nous voulons trouver le potentiel d'arrêt U0, on voit bien que tous les électrons sortis de la cathode s'arrêtent à l'anode. Si nous prenons donc la vitesse à l'anode est nulle, il va nous rester tout simplement la vitesse à la cathode. Auquel cas, le théorème de l'énergie cinétique va nous amener à écrire l'énergie cinétique à l'anode est nulle. Et on aura moins 1 demi de mv max carré égale à moins E fois U0. Autrement dit, c'est EUAC, comme dans la question précédente, mais le UAC devient moins U0. Alors, ça nous amène à trouver U0 égale, U0 donc est égal à mv max au carré sur 2. Et la valeur numérique trouvée là-bas, ça donne 0,76 volts. Alors, maintenant, on passe à une autre question qui maintenant est une question d'évaluation des compétences. Parce que dans cette question, il sera question pour vous apprenants de tracer une courbe qui donne les potentiels d'arrêt en fonction de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Nous avons dit dans cette question que la cellule photoélectrique, n'est-ce pas, cette cellule photoélectrique à cathode de césium est éclairée successivement par des faisceaux lumineux monochromatiques de même puissance. Ça veut dire que les lumières qui arrivent, c'est la même puissance, mais qui n'ont pas les mêmes fréquences. On relève donc pour chacune des fréquences, ou alors des longueurs d'onde, puisque nous savons qu'à chaque longueur d'onde correspond une fréquence. On relève donc les longueurs d'onde des fréquences considérées, et pour chaque longueur d'onde, on trouve le potentiel d'arrêt. On nous demande de représenter graphiquement les variations du potentiel d'arrêt U0 en fonction de la grandeur 1 sur lambda. Souvenez-vous, dans notre cours, nous avons choisi cette activité parce qu'il est question de faire comprendre à l'élève qu'il faut pouvoir exploiter ce qu'on a fait dans le cours pour faire autre chose. Dans le cours, nous avons tracé cette courbe, mais qui donnait, n'est-ce pas, qui donnait cette courbe que nous avons appelée la courbe de Millikan, qui donnait le potentiel d'arrêt en fonction des fréquences.
Ici, on vous dit bien qu'on a utilisé des lumières avec des fréquences différentes, mais on vous donne plutôt les longueurs d'onde. On ne vous dit même pas de tracer le graphe U0 en fonction des longueurs d'onde, mais on vous demande de tracer le graphe U0 en fonction de l'inverse de la longueur d'onde. Alors, vous êtes obligé donc, si vous regardez en page 2, dans la correction de cet exercice, nous étions obligés de retrouver l'inverse des longueurs d'onde données que nous allons placer en abscisse. Et quand nous avons trouvé les inverses des longueurs d'onde données, nous les avons placés en abscisse et nous avons placé les tensions d'arrêt en ordonnée. Et les potentiels d'arrêt sont placés en ordonnée. Et quand nous regardons l'échelle qu'on nous avait donnée, c'était 5 cm pour 1 volt et puis 10 cm pour 10 puissance moins 6. Mais nous avons trouvé utile ici tout simplement de donner, n'est-ce pas, le graphe avec la lue, avec quelques points importants. Pour dire que c'est ces deux points-là, le point extrême que nous avons pris, c'est-à-dire que pour une tension de 1,5 et nous avons pris pour l'inverse de longueur d'onde qui donnait 2,78 et nous avons également fait le prolongement de la droite obtenue pour trouver le point de contact de la droite avec l'axe des abscisses. Et c'est ce point-là qui correspond à une tension d'arrêt nulle. Alors, quand vous avez ceci, la compétence que nous voulons, c'est que vous puissiez déjà respecter l'échelle pour tracer un bon graphe. Avec l'échelle qu'on vous a donnée, vous devez vous exercer à tracer un graphe un peu plus gros sur un papier millimétré. Mais ici, la chose la plus importante, c'est d'exploiter comment exploiter le graphe. Vous devez être capable d'exploiter les points importants du graphe pour répondre aux questions posées. Alors, c'est pour ça que dans la question de l'exercice, on nous demande dans la question de l'exercice, après avoir représenté, d'établir la relation théorique existant entre U0 et lambda. Alors, l'élève fait recours à son cours pour écrire la relation qui donne U0 en fonction de lambda ou alors en fonction de 1 sur lambda. En page 2, vous voyez que cette relation nous donne, elle vient toujours du fait que nous prenons l'énergie apportée par la lumière moins l'énergie d'extraction du métal et le reliquat d'énergie correspond à l'énergie cinétique maximale que nous avons démontré plus haut qui était encore égal à EU0. Comme l'énergie cinétique maximale est encore égale à EU0, il nous reste donc d'établir la relation entre l'énergie apportée par la lumière et l'énergie d'extraction et U0. Ce qui veut dire que HC sur lambda moins HC sur lambda 0, ça nous donne EU0. Et nous tirons U0. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle à la fin de la page 2, vous allez trouver U0 égale à HC sur E lambda moins HC sur E lambda 0. Alors, à ce moment précis, vous trouvez une équation d'une droite de la forme Y égale à AX plus B, ou bien A fois 1 sur lambda plus B, puisque c'est 1 sur lambda qui est en abscisse, et A étant la pente. Vous trouvez donc cette pente en retrouvant delta U0 sur delta 1 sur lambda, vous retrouvez la valeur de la pente A. Et comme la pente, dans notre relation théorique, correspond à l'expression AE, la pente correspond à l'expression HC sur E, nous tirons donc H, qui est la constante de Planck, pour répondre à la dernière question de l'exercice, qui était en fait la question principale de cet exercice, celle de trouver la constante de Planck expérimentalement. Ça nous amène à la réponse finale de cet exercice, en fin de page 2. Vous voyez la valeur de H que nous avons trouvée en fin de page 2. La valeur de H nous donne 6,67 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Et là, nous pouvons nous féliciter vraiment de la concordance de ce résultat parce que nous connaissons la constante de Planck. Vous voyez bien à la dernière ligne que la constante de Planck est sensiblement égale à quelque chose près à la vraie valeur de la constante de Planck que nous connaissons égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. La valeur trouvée expérimentalement ici donne 6,67 fois 10 puissance moins 34 et nous pouvons nous féliciter de la concordance de ce résultat. Voilà, nous allons nous retrouver pour une autre activité, n'est-ce pas, d'exploitation d'une courbe déjà tracée tout à l'heure.
Merci pour votre attention. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Merci, chers apprenants. Revenons sur nos activités d'intégration qui vous permettront, n'est-ce pas, de maîtriser l'exploitation des courbes, n'est-ce pas, dans le cadre de l'effet photoélectrique ou encore de l'aspect corpusculaire de la lumière. Alors, nous avons tracé dans notre cours une autre courbe que nous avons appelée la caractéristique de la cellule photoémissive. Cette courbe qui nous donnait la variation de l'intensité du courant dans le circuit en fonction de la tension entre l'anode et la cathode. Pourquoi? Parce que dans le schéma, le dispositif expérimental, n'est-ce pas, nous avons un voltmètre monté en dérivation entre l'anode et la cathode qui nous permettait à chaque fois, n'est-ce pas, de prendre la tension UAC parce que le générateur utilisé était un générateur de tension variable. Ça fait aussi l'objet de la première question de cette activité qui nous permet toujours de vérifier le savoir parce qu'il est question à l'entame de chaque activité de vérifier que vous avez maîtrisé, n'est-ce pas, les notions de savoir dans le cours et, comme je l'ai dit tout à l'heure, progressivement dans nos questions, de vérifier également que vous pouvez faire avec ce savoir, c'est-à-dire nous vérifions le savoir-faire. Si après avoir maîtrisé les notions théoriques de votre cours, vous pouvez les exploiter, n'est-ce pas, pour répondre aux questions. Et à la fin, il est question également de voir vos compétences à exploiter dans le cas d'espèces pour cette deuxième activité, d'exploiter, n'est-ce pas, les différentes parties ou les points importants d'une courbe. Alors, nous allons y aller à l'exercice suivant pour dire que une cellule photoélectrique à vide est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide, lambda égale à 0,466 micromètres. Et la caractéristique I égale à F de UAC de cette cellule a été déjà représentée. Et nous allons dire que C désigne la cathode, n'est-ce pas, la couche photoémissive, et A, c'est l'anode. Et l'anode, c'est qui capte les électrons émis à la cathode. Et on nous donne la valeur de la constante de Planck, que nous avons d'ailleurs trouvée tout à l'heure à l'exercice précédent. La vraie valeur que nous connaissons, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. On nous demande quel est le montage, n'est-ce pas, qui au cours d'une manipulation permettrait de tracer cette courbe. Alors, la compétence ici visée, c'est de savoir que dans un laboratoire, si nous voulons étudier une cellule photoémissive, l'apprenant est capable lui-même de faire le montage qui lui permettrait d'avoir ces données expérimentales. Alors, la première chose, quand vous arrivez dans un laboratoire et qu'il faille faire un montage comme ça, c'est de recenser, n'est-ce pas, les différents éléments qui entrent dans votre montage. Vous devez avoir sous la main, en dehors de la cellule photoémissive qui doit être étudiée, vous devez avoir sous la main, n'est-ce pas, un voltmètre. On doit avoir un générateur de tension variable. On doit avoir un galvanomètre ou encore un milliampère-mètre. Et on doit avoir, n'est-ce pas, un interrupteur et des fils conducteurs pour, n'est-ce pas, relier les différents éléments. Alors, quand on va à la correction de l'exercice, on commence par voir le schéma du montage. Le schéma du montage, n'est-ce pas, montre comment nous avons agencé les différents éléments cités. Nous sommes en train de donner le montage qui permet de tracer la caractéristique que vous voyez, qui donne l'intensité du courant en fonction de la tension entre l'anode et la cathode. Comment a-t-on pu avoir cette caractéristique?
vous avez sur ce montage, dans le gros cercle que vous voyez, notre cellule, le gros cercle que vous voyez représente notre cellule photoémissive. Et l'arc de cercle interne renforcé, c'est la photocathode. Et le point renforcé où est écrit A, c'est notre anode. Les électrons seront donc émis sur la cathode pour migrer vers l'anode. Et nous montons un voltmètre, c'est bien en dérivation, entre A et C. Et en bas, plus loin en bas, nous avons sur, n'est-ce pas, la ligne du bas, un interrupteur pour commander notre circuit et un générateur. Le générateur avec la flèche indique, le générateur avec la flèche, vous voyez, ce générateur avec la flèche indique un générateur de tension variable. Et c'est ce générateur qui nous permet de fixer les différentes valeurs de UAC entre l'anode et la cathode. Cela étant fait, on nous demande à la deuxième question de calculer l'énergie transportée par chaque photon incident. L'énergie transportée par chaque photon incident, nous connaissons la longueur d'onde de la radiation incidente, lambda. Alors, nous appliquons tout simplement la formule qui permet de calculer l'énergie en fonction de la longueur d'onde. Cette formule, c'est bien W égale à HC sur lambda. On aurait dû écrire H nu, mais nous avons établi la relation entre ce qu'on nous demande et les grandeurs données dans l'exercice. C'est ce qu'il faut faire quand vous voulez répondre à une question. Vous lisez la question. On nous donne la célérité de la lumière. On nous donne la longueur d'onde. On nous donne la constante de Planck. On nous demande l'énergie. Il est question d'établir une relation entre ces quatre grandeurs. Cette relation, c'est bel et bien la relation que vous voyez. W égale à HC sur lambda. Et les calculs nous donnent l'énergie égale à 4,27 fois 10 puissance moins 19 joules. C'est l'énergie apportée par les photons incidents. Alors, la deuxième chose que l'exercice veut connaître, c'est de savoir que, à l'aide des données de la caractéristique, on nous pose des questions. C'est également une partie de notre activité qui nous permettra de vérifier les compétences de l'élève à exploiter un graphe. Il ne s'agit pas tout le temps d'écrire une formule ou bien une notion de savoir et on va vous demander faites l'application numérique en prenant telle valeur x, telle valeur temps. Il est question d'aller vous-même rechercher les valeurs de votre formule sur une courbe et savoir donc à quel point de la courbe correspond telle valeur dans ma formule. C'est donc ce qui va se passer et on nous demande donc de calculer à l'aide du graphe qu'on nous a donné l'énergie cinétique maximale des électrons émis par la cathode. Alors, nous avons vu dans l'activité précédente une relation qui liait l'énergie cinétique à la tension d'arrêt. Ça veut dire que si nous connaissons déjà que E c'est masse, c'est-à-dire EU0, nous l'avons démontré à l'activité précédente que l'énergie cinétique maximale à la cathode était encore égale à EU0. Si nous connaissons déjà que EU0, c'est l'énergie cinétique maximale, il s'agit de lier cette relation, cette énergie maximale à U0 et d'aller chercher U0 sur notre graphe. Alors, nous savons que, par définition, le potentiel d'arrêt, c'est le potentiel, n'est-ce pas, qui correspond à un courant nul, à une intensité de courant nul. Nous prenons donc là où l'ordonnée est nulle, c'est-à-dire IAC égale à 0, et quand l'ordonnée est nulle, notre courbe va aller toucher l'axe des abscisses. Sur la courbe voilà, de l'exercice, vous voyez, la partie négative, un peu plus loin, vous regardez la partie négative là, où ça coupe là, vous allez voir moins 0,8. Moins 0,8, c'est la tension d'arrêt. Et la tension d'arrêt, c'est une valeur de VA moins VC qui est négative. Et nous prenons donc le potentiel d'arrêt U0, qui est l'opposé de la tension d'arrêt. Nous avons défini cela dans le cours. Nous avons dit que le potentiel d'arrêt, c'est l'opposé de la tension d'arrêt, parce que la tension est une différence de potentiel avec, n'est-ce pas, le potentiel nul à la nôtre. Alors, à ce moment, U0 nous donne exactement 0,8 volts, et ça nous amène à écrire notre formule entre EC et U0, qui est EC max égale à valeur absolue de E fois U0.
On prend donc E qui est la charge élémentaire, 1,6 fois 10 puissance moins 19 et notre E008, ça nous permet de trouver EC Mars, 1,28 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, on nous demande également de trouver la puissance lumineuse, c'est-à-dire de calculer la puissance lumineuse reçue par la cathode. On admettra que 1000 photons qui frappent la cathode provoquent l'émission de 7 électrons atteignant l'anode. Alors, en d'autres termes, dans notre cours, nous avons appelé, au moment où on définissait le rendement quantique d'une cellule, nous avons appelé cela les photons incidents, ceux qui arrivent sur la photocathode, et les photons efficaces, ceux-là qui parviennent à arracher les électrons, et lesquels électrons atteignent l'anode. Petit n était le nombre de photons efficaces, et grand N était le nombre de photons incidents. Alors, nous avons calculé la puissance en admettant que le rendement, c'est le rapport entre le nombre de photons efficaces, c'est-à-dire le nombre d'électrons extraits et qui ont atteint l'anode, sur le nombre de photons qui ont éclairé la photocathode. Alors, comment faire pour trouver les n et les petits n? Nous avons déjà établi cette relation en montrant que l'intensité, c'est une quantité d'électricité par unité de temps. Ça veut dire que quand vous faites la quantité d'électricité qui est plutôt égale au nombre d'électrons fois la charge élémentaire, ça va faire donc NE sur T. Ça va donner l'intensité de saturation. T étant une seconde, parce qu'on dit par unité de temps. Alors, vous tirez donc l'intensité de saturation, petit n en fonction de l'intensité de saturation. Et quand vous faites également que la puissance est égale à l'énergie h nu transportée par un photon, multiplié par le nombre de photons incidents, on trouve P égale à H nu et on trouve grand N, n'est-ce pas, dans la formule de la puissance. Alors, on trouve grand N dans la formule du rendement, n'est-ce pas? Grand N se trouve en fonction de petit n et du rendement. Ça nous permet d'intégrer le petit n et le grand N dans la formule du rendement et trouver la puissance. La puissance qui est donc NH nu nous donne tout simplement NHC sur lambda. Et en remplaçant toutes les valeurs là, on trouve une puissance de 2,13 fois 10 puissance moins 3 watts. Alors, à la dernière question maintenant de cet exercice, on nous amène à un jeu pour arriver à voir si l'élève connaît que, comme nous avons dit dans les applications, les plaques solaires, les sonneries et les alarmes automatiques, ainsi de suite, on nous dit qu'on supprime toute la partie des fils conducteurs et on ne reste qu'avec la cellule seule et l'anode et la cathode de la cellule sont reliés par un fil de résistance négligeable. Autrement dit, le voltmètre, l'ampèremètre, le générateur de tension variable n'existe plus et on nous demande est-ce qu'il peut avoir un courant dans ce circuit et si, dans le cas de l'affirmatif, quel serait son sens, son intensité et que devient donc le rôle de la cellule photoémissive. Ça va nous renvoyer aux applications. Et nous allons bel et bien constater, parce que ici dans cet exercice, il est question d'exploiter notre courbe. Nous allons bel et bien constater que quand nous allons sur le graphe qui a été donné dans l'énoncé, nous voyons bien que dans l'énoncé, lorsqu'il n'y a pas de tension, quand il n'y a pas de tension, ça veut dire qu'on a supprimé le générateur. Alors, quand il n'y a pas de tension et il n'y a pas de générateur, vous revenez au niveau de l'origine du repère. Au niveau de l'origine, vous voyez bien que la tension étant nulle ici, on remonte pour trouver que la courbe coupe l'axe des intensités. Ça veut dire que l'intensité existe quand le générateur n'existe plus. Autrement dit, quand la tension est nulle. Nous supprimons le générateur, mais il y a un courant. Ça veut dire que dans ce circuit global qu'on avait dans le montage, il n'y avait pas que le générateur qui fournissait les électrons. Donc nous acceptons donc que oui, dans la correction de l'exercice, nous avons accepté qu'il y aura bel et bien un courant. Il y aura un courant parce que nous voyons, comme je viens d'expliquer, la courbe couper l'axe des intensités au moment où la tension est nulle. Et nous avons lu là-bas à 1,1. Je vais rappeler que sur l'axe des ordonnées,
il y a eu un 10 puissance moins 6. Les valeurs des intensités là-bas devraient être exprimées en 10 puissance moins 6 ampères. Autrement dit, au niveau de l'unité de l'axe des ordonnées, on devrait ajouter 10 puissance moins 6. Donc dans la lecture, on devrait lire, c'est des petits courants mesurés généralement par des microampèremètres ou bien par des galvanomètres. Donc, le courant donc va exister et comment est-ce qu'il va circuler? Nous savons que le courant électrique dans un circuit circule toujours en sens contraire à celui des électrons. Les électrons sont émis à la cathode pour migrer vers l'anode. Ça, c'est le parcours des électrons. Ils sortent, ils sont enlevés, n'est-ce pas, sur le métal de la cathode et migrent vers l'anode. Et le courant alors, puisqu'il va en sens contraire, c'est un courant qui va circuler de l'anode vers la cathode. C'est pour ça que nous avons répondu qu'il y aura bel et bien un courant, n'est-ce pas, qui entre dans la cellule par l'anode et ressort par sa cathode. Alors, maintenant, pour trouver son intensité, nous sommes allés sur le graphe, je l'ai montré tout à l'heure, prendre la valeur de I, qui est 1,1 fois 10 puissance moins 6 ampères, n'est-ce pas, au niveau de la coupure de l'axe des intensités, c'est-à-dire de l'axe des ordonnées par le graphe. Ça nous donne donc bien un courant qui a une valeur de 1,1 fois 10 puissance moins 6 ampères. J'ai rappelé que sur l'axe des ordonnées là, les valeurs de I là devraient être 10 puissance moins 6. Nous avons omis là un 10 puissance moins 6 qu'il faut ajouter. Alors, toutes les valeurs dont lues sur l'axe des ordonnées devraient être multipliées par 10 puissance moins 6. C'est pour cette raison que l'intensité de saturation dans le calcul qui précédait, dans le calcul de la puissance, l'intensité de saturation, vous voyez, c'est 5,6. Vous voyez, bien sûr, 5,6 fois 10 puissance moins 6, c'est la valeur de l'intensité de saturation, c'est-à-dire le palier supérieur de la courbe que nous avons lu sur la courbe. Et maintenant, la valeur de 1,1 fois 10 puissance moins 6, c'est bel et bien le courant qui passe sans générateur. On nous demande, pour finir, à quoi donc sert la cellule photoémissive? Vous vous souvenez que nous avons dit que les panneaux solaires en route captent l'énergie solaire, l'énergie lumineuse, pour transformer en énergie électrique. Or, qui dit courant dit générateur. Nous ne pouvons pas avoir de courant électrique sans générateur. Mais curieusement, dans notre circuit, nous avons supprimé le générateur. Pour dire que notre cellule photoémissive, en fait, joue le rôle d'un générateur. Autrement dit, c'est une pompe à électrons, n'est-ce pas, qui fournit des électrons. Lesquels électrons, n'est-ce pas, arrivent par l'anode et repartent et ressortent de la cellule par la cathode. Donc, la cellule photoémissive, n'est-ce pas, tient lieu ici d'un générateur de courant électrique dans notre circuit. Vous avez donc compris, n'est-ce pas, que ces deux activités que nous avons choisies, n'est-ce pas, pour nous, étaient des activités aptes, n'est-ce pas, utiles pour vous faire fixer les connaissances, pour vous faire maîtriser, n'est-ce pas, ces notions sur l'aspect corpusculaire de la lumière et pour savoir être compétent à exploiter, n'est-ce pas, les différents types de courbes, n'est-ce pas, ou bien à les tracer vous-même, ou bien à exploiter les valeurs numériques qui sont souvent indiquées sur les graphes pour répondre aux questions. Parce que tout le temps, vous pouvez connaître une formule, mais on ne vous donne pas les valeurs numériques des grandeurs qui sont dans votre formule. Il vous revient d'aller les lire sur un graphe. Et il faudra savoir quel point correspond à telle grandeur pour faire vos applications numériques. Alors sur ce, je pense que vous avez été satisfait et nous allons la prochaine fois, comme beaucoup l'ont souhaité, revenir sur l'aspect ondulatoire de la lumière parce que nous nous sommes rendus compte que au moment de la rupture des cours, plusieurs personnes n'avaient pas fait et quand bien même d'autres ont fait, ils n'ont pas eu la maîtrise de cette partie. Nous allons revenir au prochain cours sur l'aspect ondulatoire de la lumière pour bien expliquer également aussi qu'est-ce qui a été fait pour montrer que la lumière se comporte comme une onde et le savoir-faire, comment exploiter, n'est-ce pas, les différents aspects, n'est-ce pas, dans la lumière en termes d'ondes. Voilà, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de notre entretien d'aujourd'hui et merci pour votre attention et à la prochaine édition. Merci.